Masechet Ktuvot Daf Kuf Bet, on commence Bezrat Hashem au Daf Kuf Alef Amud Bet, à la Gemara à la fin de la Mishnah, à 8 lignes d'en bas. 7 lignes d'en bas. Itmar, Aomer la Chavero. Donc la Gemara ramène une nouvelle halakha, Itmar, un enseignement, une marloquette entre les Amoraïm. Aomer la Chavero, un homme qui dit à son ami, Chayav ani lecha mané, je te dois un mané. Rabbi Yochanan amar Chayav, Resh Lakish amar Patour. Selon Rabbi Yochanan, il a avoué, il lui doit le mané. Resh Lakish dit non, il est patour, ce n'est qu'une parole qui n'a vraiment pas d'engagement, donc il est patour. Et Ridami, de quoi il s'agit? Idi amar le watem edai, s'il dit aux témoins, vous êtes mes témoins que je lui dois un mané, maïtamed Resh Lakish de kapatar, quelle est la raison de Resh Lakish qui a dit il est patour? Idi lo amar le watem edai, s'il ne leur a pas dit vous êtes mes témoins, maïtamed Rabbi Yochanan de kamechayev. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il est chayav? Il n'y a pas d'engagement, c'est rien du tout de dire à son ami je te dois, ça ne l'engage pas, donc pourquoi il doit être chayav? Le Olam répond à la Gemara, de quoi il s'agit ici? Le Olam de l'Oka Amar le Watameda, il ne leur a pas dit vous êtes mes témoins, de quoi il s'agit ici? De Amar le chayav ani le chamanet bishtar. Il lui a écrit dans un shtar, il a écrit sur un papier, je te dois un mané. Il n'a pas signé, il n'a pas dit aux témoins, il n'y a pas de témoin ici. Donc ici ce n'est que un papier, c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Est-ce que ça l'engage ou ça ne l'engage pas? Rabbi Yochanan amar chayav, selon Rabbi Yochanan il est chayav dans ce cas-là. Alim amilta dishtara, une chose écrite dans un shtar, elle est forte aussi bien que Keman d'Amarleo Atem Edim Dami. C'est comme s'il avait dit à des témoins, vous êtes mes témoins. Puisqu'il s'est permis de l'écrire sur un shtar, sur un papier, je te dois un mané, même s'il n'a pas signé, même s'il n'a pas amené des témoins, il est chayav. Resh Lakish amar patour, lo alim amilta dishtara. Resh Lakish dit il est patour, pourquoi? Parce que d'écrire sur un shtar, ça ne l'engage pas, tant que c'est pas signé, tant qu'il n'y a pas de témoins, ça n'engage pas, il est patour. Nan, la Gemara ramène des preuves à ce sujet-là de notre Mishnah. Anotet Aisha ou Paskaimo, un homme il s'est marié avec une femme. Elle a convenu avec lui, Lazun et Bita Chamesh Shanim, qu'il s'engage à nourrir sa fille à elle pendant 5 ans. Durant 5 ans, il doit nourrir aussi la fille de sa femme. Chayav Lazuna Chamesh Shanim, donc effectivement, il doit pendant 5 ans la nourrir. Maïlav Kaigavna. De quoi il s'agit ici? Comment est-ce qu'il s'est engagé? Quelle preuve elle a contre lui, contre son nouveau mari? N'est-ce pas qu'il s'agit de ce cas-là où le mari a écrit sur un papier, voilà, je m'engage à nourrir ta fille. Sans plus, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de témoin, ni rien du tout. Et tu vois que ça l'engage. Ce qui serait la preuve pour Rabbi Yochanan, objection pour Resh Lakish. Répond la Gemara, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de Beshtare Psikta. Il s'agit ici de Beshtare Psikta. Qu'est-ce que ça veut dire un shtareb psikta? Alors, shtareb psikta, c'est que quand le khatan et la kala, ils se mettent d'accord sur l'engagement de chacun au niveau de l'argent. Et donc, ils conviennent entre eux quelles sont les conditions de mariage, comme dit Rashi. Voyons-le d'ailleurs, voyons Rashi, le premier Rashi ici à droite. Lo beshtareb psikta. He khatan ve akala poskim tnaim shebenehem. Donc le khatan et la kala, ils décident entre eux quelles sont les conditions du mariage, enfin pas vraiment des conditions, mais quels sont les engagements, bishne edim, devant 2 témoins. Ve'edim chotmim edut gmura. Et les témoins, ils signent comme un vrai témoignage. Et donc ici, c'est sûr qu'il a engagé le mari, puisqu'il s'est engagé devant 2 témoins, de nourrir la fille de sa femme. On continue Rashi. Ve'im tomarim ken malememra. Si tu demandes, si c'est comme ça, quel est le chidouche? C'est évident que puisqu'il s'est engagé devant 2 témoins, évidemment qu'il est chayav. Itsterich, non, il y a ici un chidouche, on a eu besoin de dire. Tegon deleka kinyan. Il n'y a pas de vrai kinyan ici. Et la dvarim. Ce ne sont que des paroles. Ve'ashmeinan ke de Rav Gidel de l'obay kinyan. Le chidouche de notre Mishnah est de dire, comme Rav Gidel qui a dit, il n'y a pas besoin de faire un kinyan. Donc la Gemara explique, élargit un petit peu ce sujet. Donc de Rav Gidel. D'Amar Rav Gidel Amarav, on revient à la Gemara. Kamatan natan lebincha kach vekach. Combien tu donnes pour marier ton fils? Tant et tant. Vekamatan natan lebitra. Et l'autre il dit combien tu donnes pour le mariage de ta fille? Kach vekach, tant et tant. Donc il marie
le père du Khatan avec le père de la Kala, ils se rencontrent et chacun dit combien il donne. Amdou ve Kiddushu Kanu. Dès que les Kiddushin ont été faits, c'est un kinyan, par les paroles uniquement, ils sont engagés. Ils sont engagés sans plus que des paroles, à partir du moment où ils ont convenu qu'ils vont donner et qu'il y a eu des Kiddushin, c'est suffisant pour être considéré comme un kinyan. Donc Kanu, automatiquement, ça devient un kinyan. Hen hen advarim, ça sont les choses, haniknin be'amira. Celles-ci sont les choses qui sont acquises par la parole uniquement. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la Mishnah. Il a convenu avec sa femme qu'il va nourrir sa fille, en plus. Il y a eu des kiddushin, ça l'engage, c'est vrai. Mais en général, si il avait dit à son ami, il avait écrit « je te dois », qui dit qu'il est chayav. On ne sait pas s'il est chayav ou pas. Tashma, nouvelle preuve. Katav le Kohen, un homme a eu un premier fils. Il écrit au Kohen « Shani chayav lecha chamesh slaim ». Je te dois donc 5 slaim pour acheter mon fils, le pidyan aben. Chayav liten lo chamesh slaim, uvno eno padoui. Il lui doit les 5 slaim qui sont engagés dans le shtar, indépendamment du pidyan aben qui lui devra encore 5 slaim à lui ou à un autre Kohen. Donc le fils n'est pas racheté, le pidyan aben n'est pas valable, et d'autre part, il lui doit les 5 slaim qu'il lui a écrit. Tu vois de là qu'un homme qui a écrit à son ami « je te dois », il lui doit. Répond la Gemara Shaniatam de Mishua Bademi de Oraita. Non, là-bas, il est déjà engagé Minatora de donner au Kohen 5 slaim, donc puisqu'il a un engagement Minatora, dès qu'il a écrit, c'est sûr que ça l'engage définitivement. Yahri, si c'est comme ça, Amaikata, pourquoi il a besoin de l'écrire, il est déjà engagé, que de levarer le Kohen, pour définir à quel Kohen il va donner. Yahri ibn Amayenopadou, si c'est comme ça, pourquoi le fils n'est pas racheté, puisque l'engagement du shtar se rapporte sur l'engagement de la Torah, du Pidyon Aben, pourquoi l'enfant n'est pas racheté? Kedeoula, Damar Oula répond la Gemara, ça se comprend comme Oula qui a dit, Devar Torah Padouille. En réalité, Minatora, il est 8 racheté. Diksheiten. Dès qu'il lui paye les 5 slaim, il est racheté. Parce que les 5 slaim qu'il va lui payer sur le shtar qu'il a écrit, il s'est engagé dans le shtar 5 slaim au Kohen. Cet engagement est en rapport avec la mitzvah de l'engagement de la Torah du Pidyon Aben. Donc dès qu'il le paye, c'est bon, le fils est racheté Minatora. Ou Maïtama Amrou Bno Enopadouille. Pourquoi les Chachamim ont dit qu'il n'est pas racheté comme ça, c'est pas suffisant? Gzera Shemayomo, on craint que les gens disent Podin Bishtarot. Les gens vont croire qu'on peut racheter le fils, on peut faire le Pidyon Aben avec un shtar, c'est-à-dire un homme qui a des shtarot comme quoi un tel lui doit de l'argent, un tel a emprunté de l'argent au père du bébé, et donc le père du bébé, il a un shtar comme quoi un tel lui doit d'argent. Il donne ce shtar-là au Kohen, il lui dit voilà, avec ce shtar-là, tu vas trouver 5 slaim chez un tel qui me doit de l'argent. Il donne donc au Kohen ce shtar-là, l'enfant n'est pas racheté. C'est un mauvais pidyon aben, on ne peut pas racheter un enfant de cette manière-là. Il faut donner de l'argent en espèces au Kohen. De l'argent, ou même de la valeur d'argent, ça va, mais pas un shtar. Donc ici, quand il a écrit au Kohen, je te dois 5 slaim, et que le lendemain il est allé lui payer les 5 slaim, c'est pas bon. Pourquoi? Il lui a payé en espèces, c'est vrai. Minatora, c'est bon, mais les Chachamim m'ont dit, les gens ils vont confondre. Ils vont dire, quelle différence entre il a écrit un shtar, il l'a payé ensuite, ou il lui donne le shtar de son ami, ça revient au même, et ils vont se tromper et faire un pidyon aben de cette manière-là. Donc on a annulé complètement ce système-là, et c'est pour ça qu'on a dit que même quand il a payé les 5 slaim, dans le cas où il s'est engagé le père lui-même au Kohen 5 slaim, il lui devra encore de 5 autres slaim pour acheter son fils. Donc on n'a pas de preuve de là. Pour notre discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quand quelqu'un écrit à son ami, je te dois de l'argent, est-ce qu'il lui doit ou pas? Amar Rava Ketanei. Rava dit, c'est une marloquette Tanaïm déjà, une ancienne marloquette, avant les Amoraïm de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous avons connu déjà cette marloquette chez les Tanaïm. Quelle est la marloquette Tanaïm? Arev Hayote Achar Chitum Shtarot. Un garant qui a signé après les signatures des témoins sur un shtar. Donc nous avons un shtar, c'est écrit, Reuven doit de l'argent à Shimon. On signait là-dessus Lévi et Yehuda. En dessous de ça, il y a un garant qui dit, et moi je suis garant sur cette dette-là. Après les signatures, puisqu'il n'y a pas de témoin sur le garant, son engagement ne se rapportera que sur ses terrains libres, pas sur les terrains qu'il a vendus ensuite. Parce que ça ne s'est pas fait savoir, il n'a pas fait de bruit, il a signé discrètement, il n'y a pas eu témoin dessus, donc ces acheteurs ne peuvent pas se surveiller de ça, donc il ne peut pas prendre
le prêteur ne pourra pas rechercher plus loin que ce qui se trouve chez le garant lui-même. Les terrains qui ont été vendus ensuite ne sont pas hypothéqués au prêteur. Donc c'est ce que dit la Braïta ici, ou la Mishnah, Gove minchasi minechorin, effectivement, il peut encaisser des terrains libres. Maaseh balifne Rabbi Ishmael v'amar, Gove minchasi minechorin, effectivement, Rabbi Ishmael comme ça a enseigné l'halakha qu'il peut encaisser le prêteur en question des terrains libres de chez le garant. Amar lo ben nanas et no gove, lo minchasi minechorin, lo minchasi mishabadim. Ben nanas a dit c'est rien du tout, ce n'est pas un engagement de la part du garant du tout, d'avoir écrit en dessous des signatures, c'est rien du tout, et donc le prêteur ne pourra pas prendre ni des terrains libres, ni des terrains évidemment, qui ont déjà été vendus. Amar lo lama, Rabbi Ishmael lui a dit mais pourquoi? Amar lo lui a répondu Ben Nanas, regarde, Areshaya chonek et travero bashuk. Voici que un homme voit que le prêteur, il étrangle son emprunteur, il le laisse pas vivre, il étouffe, il étrangle, il lui dit tu me payes ou je te laisse pas tranquille. Ou matar chavero, ve'amarlo, hanachlo. Le garant est arrivé, enfin l'ami, son ami est arrivé, il le voit souffrir comme ça, il dit au prêteur laisse-le tranquille, vani etenecha, moi je te payerai la dette. Patour, c'est pas un engagement. Chez l'ol emunato il va où? Il n'a pas fait confiance au garant quand il lui a prêté. Le prêteur a prêté cet argent-là à son emprunteur et il a fait confiance à ce moment-là. Il n'a pas recherché un garant ou quoi. Plus tard, quand son ami l'a vu souffrir comme ça, quand le prêteur a vu qu'il ne reçoit pas d'argent, il est allé faire souffrir, il est allé embêter son emprunteur, et l'ami de son emprunteur l'a vu souffrir comme ça, il est venu, il s'est engagé. C'est pas un engagement, ça veut dire autrement dit, laisse-le tranquille. Laisse-le respirer, laisse-le tranquille. Rends-lui l'oxygène. Donc ici, c'est pas un engagement sérieux, donc selon Ben Nanas, il n'y a pas d'engagement du tout. Et la Gemara maintenant revient donc chez nous. Lema Rabbi Yochanan d'Amar ki Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan, qui donne de l'importance à un shtar, à un engagement dans un shtar, selon Rabbi Yochanan, ça l'engage. Donc il pense comme Rabbi Ishmael qui a dit que le garant s'est engagé, ça l'engage. Veresh Lakish d'Amar ki Ben Nanas. Resh Lakish qui dit non, c'est rien du tout. Il a écrit dans un shtar, je te dois, c'est pas suffisant. Il pense comme Ben Nanas, qui a dit malgré que le garant a écrit dans le shtar, je suis garant sur cette dette-là, non, ça n'engage pas. La Gemara dit, Aliba de Ben Nanas, Koulalma le pligué. Bon, déjà c'est vrai, c'est clair que selon Ben Nanas, il est pas tour, donc il n'y a pas de discussion selon Ben Nanas, que Rabbi Yochanan ne s'arrange pas avec Ben Nanas. Rabbi Yochanan qui a dit un homme s'engage par un shtar uniquement, ça l'engage, même sans témoin, même sans signature, il ne pense pas comme Ben Nanas. Tout le monde est bien d'accord selon Ben Nanas, il est pas tour. On tourne la page. Qui pliguait, leur discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'est que Aliba de Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, que dira Rabbi Ishmael de notre cas à nous? Rabbi Yochanan, que Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan pense simplement comme Rabbi Ishmael qui a dit, un engagement écrit, ça l'engage. Le Resh Lakish qui dit que ça ne l'engage pas, il te dira, Adkan Okama Rabbi Ishmael Atam. Jusque-là, Rabbi Ishmael n'a parlé que là-bas, à propos du garant. Et là, des Shayach le Shibuda de Oraita. Un garant, ça l'engage, Minatora. La Torah reconnaît l'engagement du garant. Il est écrit à propos de Yehuda, le fils de Yaakov, qui a dit à son père Yaakov, Anochi et Ervenu. Je suis le garant de te ramener Binyamin, on va le descendre en Égypte chez Yosef, chez le gouverneur égyptien, et je suis le garant qui revienne. La Torah reconnaît ça comme un engagement, donc tu vois de là, un garant est engagé Minatora. Ici, Rabbi Yochanan dit un engagement comme celui-là, c'est là où Rabbi Ishmael dit, Resh Lakish te dira, quand est-ce que Rabbi Ishmael reconnaît l'engagement par écrit, c'est que si Minatora, ça existe cet engagement. Donc, Adkan Okama Rabbi Ishmael Atam et la Deshayach et les Shibuda de Oraita. Rabbi Ishmael n'a parlé que là-bas à propos du garant, où ça l'engage Minatora. Où c'est un engagement qui est reconnu Minatora. Avalach Aloshach Shibuda de Oraita. Mais un homme qui écrit à son ami, je te dois. Il n'y a pas ici, la Torah ne reconnaît pas ça comme un engagement. On n'a pas vu dans la Torah que ce soit un engagement par écrit. Donc ici, Resh Lakish dira, il n'est pas engagé, c'est rien du tout. Goufa, la Gemara reprend la halakha de Rav Gidel. Amar Rav Gidel Amarav. Combien tu donnes pour ton fils tant et tant? Des combien tu donnes pour ta fille tant et tant? Amdou Bekitu, le fils et la fille ont fait les kiddushin, Kanou, ces paroles-là deviennent automatiquement un kinyan, tout est acquis, les paroles sont acquises au jeune couple, donc les parents sont engagés
automatiquement par les kiddushin uniquement, même sans autre kinyan que celui-là. Hen hen advarim, celles-ci sont les choses, aniknim be'amira, qui sont acquises par la parole. C'est-à-dire, malgré qu'en général, on ne connaît pas de kinyan comme celui-là, la parole n'engage pas la personne encore, il faudrait faire un kinyan, mais ici, ça l'engage. Amar Rava misavra milta de Rav, Rava dit, ces paroles-là de Rav, il semblerait dire que, enfin, la logique serait de dire qu'il s'agit bebito nahara, des kamatiana liade. Il ne s'agit que si sa fille c'est une jeune fille, il marie sa jeune fille, et donc il gagne quelque chose de ces kiddushin là, puisque les kiddushin reviennent au père. C'est lui qui prend l'argent des kiddushin, et donc en échange de ce qu'il gagne, il s'engage. Aval bogeret de l'omatiana liade, lo. Mais une fille adulte qui le père ne gagne rien de ses kiddushin, il ne s'engage pas vraiment. Ici, Rav ne dira pas qu'il est engagé. Ve'elokim, mais je jure, Amar Rav afilu bogeret, que Rav a dit même si elle est bogeret, même si sa fille est adulte, le père s'engage par ses paroles. Dis-le tema achi, car si tu ne dis pas comme ça, Avia ben mayana ataliade, le père du fils, celui qui marie son fils ici, lui aussi s'engage, on a dit. Et qu'est-ce qu'il a gagné de là? Il reçoit rien. Et la be'ayana de kamichatne adade. Donc tu es obligé de dire que par ce plaisir-là qu'ils ont de marier leurs enfants ensemble, gamre ou makne la dade. C'est là qu'ils s'engagent, c'est comme un kinyan, et c'est là qu'ils sont engagés, et c'est acquis. Donc il n'y a plus de différence entre le père du fils et le père de la fille, même adulte. Amal Ravina le Ravashi. Dvarim alalu. Nitnu likatev, olo nitnu likatev. Ces choses-là, est-ce qu'on peut les écrire, ou bien on ne peut pas les écrire? C'est-à-dire, ils se sont promis, tant étant pour le fils, tant étant pour la fille, et les kiddushin ont été faits, donc l'engagement est parti, c'est acquis. Tout est acquis. Maintenant, la question qui se pose, c'est les témoins qui entendent toutes ces paroles-là. Est-ce qu'ils vont écrire, ça s'écrit, c'est un engagement à l'écrit ou pas? Amar l'elonit nulikatev, il a dit non, on n'écrit pas ces engagements-là, afin qu'ils ne viennent pas les prendre des terrains qui ont été vendus ensuite, puisqu'il n'y a pas eu de vrai kinyan. Alors, ils sont engagés eux-mêmes, c'est vrai, les terrains libres sont engagés, mais c'est pas une hypothèque telle que même ce qui a été vendu ensuite sera pris pour le mariage. Étivé. Ravashi, Ravina objectait Ravashi. Donc Ravashi a dit on n'écrit pas, Ravina l'objecte. On a vu dans notre Mishnah, Apikrin Ayu Kotvin, les intelligents, les hommes réfléchis et intelligents, qui prennent leurs précautions, quand ils s'engagent à nourrir la fille de sa femme, quand il veut éviter les problèmes, il lui dit comme ça, écoute, Almenat Shazonet Biter Chamesh Shanim, d'accord, je m'engage de nourrir ta fille 5 ans, Kolzman Chat Imi, tant que tu es avec moi. Mais si un des deux meurt, l'homme ou la femme, ou bien ils divorcent, il n'y a plus d'engagement, il s'arrête immédiatement de nourrir sa fille. Donc tu vois ici que c'est à l'écrit. Ça s'écrit. Ces engagements-là, qui se font en général à l'oral, avant le mariage, les accords du mariage, les promesses du mariage, tu vois bien ici que, à Pikrinayu Kotvin, on écrivait ces engagements. Répond la Gemara, Maï Kotvin Omrim. Non, on n'écrit pas. Kotvin, c'est une manière de parler. Ça ne veut pas dire qu'on écrit à l'écrit, on écrit à l'oral. Kotvin veut dire Omrim. On dit, et ça s'appelle écrit. En général, les promesses sont écrites, donc toutes les promesses, elles s'appellent dorénavant Kotvin. Comme si c'était écrit, mais en principe, on n'écrit pas. La Gemara demande, Vekarile la miraktiva. Est-ce que tu peux appeler la parole écrit? Est-ce qu'on appelle l'oral écrit? Dans la Mishnah qui te dit écrit, ça peut se rapporter même sur une parole, à l'oral. Si ça existe, on voit dans les Mishnayot cette expression, Ve'atnal, comme on voit dans une Mishnah, Hakotev le'ishtodinu dvarim endi benichsaich, un homme qui veut se retirer des biens de sa femme, donc il lui dit voilà, j'ai rien à faire avec tes biens, et il lui écrit comme, dans la Mishnah c'est écrit Hakotev le'ishto, il lui a écrit, Vetane Rabchia omer le'ishto. Dans la Braïta de Rabchia c'est écrit à la place du mot Hakotev, Rabchia enseignait à Omer, celui qui dit à sa femme. Donc tu vois que pas toujours quand dans la Mishnah c'est écrit Hakotev, ça veut forcément dire il a écrit. Le mot Hakotev peut se rapporter aussi même sur une
un engagement, une promesse à l'oral. Tashma, en kotvin shitre rusin venisuin et la midat shnehem. Nous avons encore une braïta qui dit, en kotvin, on n'écrit pas, shitre rusin venisuin, un shtar de kiddushin ou de mariage, et la midat shnehem, que de la conscience des deux côtés du mari et de la femme. Hamidat shnehem kotvin, donc tu vois que si les deux sont d'accord, on écrit. Maïlav shitre psikta, n'est-ce pas qu'il s'agit des promesses sur le mariage qui sont écrites, à partir du moment où les deux sont d'accord? Là, la Gemara dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Shitre roussin mamash. Il s'agit d'un shtar de kiddushin même. C'est-à-dire, on sait bien, une femme, elle est acquise à son mari d'une des trois manières. Kesef, shtar et bia. Un homme peut faire des kiddushin par de l'argent, ou l'équivalent, la valeur d'argent, comme ce qu'on fait aujourd'hui, on donne la bague. Shtar, c'est encore une manière de kiddushin. Un homme, il écrit sur un papier, même si le papier ne vaut pas, même une prouta ne vaut rien du tout, il écrit sur un mouchoir, il lui écrit Are at mekudeshet li, kedat Moshe Israël, il donne le papier à la femme, elle est mekudeshet. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. On n'écrit pas ce shtar-là de kiddushin si ils n'en sont pas conscients les deux. Il faudrait que le papier soit écrit à la conscience de la femme aussi. Comment ça? La Gemara explique des Rav Papa et Rav Shravia. Ça se comprend selon Rav Papa et Rav Shravia qui ont dit Deitmar, nous avons là-dessus une machloket. Ktavol Ishma Veshalom Idata. Si le mari a écrit au nom de sa femme le shtar de kiddushin, donc il prend un papier, il écrit Aret Mekudeshet Li, il pense à sa femme, et il lui a rien dit encore. Ensuite, il dit, voilà, je t'ai préparé un shtar de kiddushin, prends-le, alors qu'elle n'était pas consciente au moment où il a écrit. C'est bon, c'est pas bon comme shtar. Rabba Beravina Amre Mekudeshet, Rav Papa Rav Shavia Amre Na Mekudeshet. Donc nous avons ici une marloquette si elle est Mekudeshet ou pas. Et donc ce qu'on a dit en haut que un shtar de kiddushin ou de mariage ne s'écrit que de la conscience des deux, ça va comme Rav Papa et Rav Shavia qui ont dit tous les deux, il faudrait la conscience de la femme aussi. On ne parle pas des promesses du mariage qui, celles-ci, ne sont pas écrites. On ne les écrit pas. Tashma, encore une preuve. Metu, si le mari qui s'est engagé à nourrir la fille de sa femme, il est mort, disons qu'elle s'est remariée, le deuxième aussi s'est engagé, lui aussi il est mort. Bnotehen, les filles de ces maris-là, mizonot minchasim bnechorim, elles sont nourries sur l'héritage tant que les terrains sont libres, tant que les terrains ne sont pas vendus, elles viennent chez leurs frères pour se faire nourrir. Vehi, alors que la fille de la femme, mizonet minchasim eshoabadim, elle est nourrie même des terrains vendus déjà, ils sont tous hypothéqués, elle est comme un prêteur, comme un créancier qui vient et qui réclame ce qu'on lui doit, ce qu'on s'est engagé, puisque chacun de ces deux maris-là s'est engagé à nourrir la fille de sa femme, c'est un engagement qui va se rapporter même, et il va hypothéquer tous ces terrains, même s'il les a vendus ensuite, les acheteurs devront les rendre pour nourrir les filles de ces femmes-là. Donc tu vois clairement que ces promesses de mariage-là sont écrites à tel point que ça hypothèque tous les terrains. La Gemara répond, elle dit non, c'est pas écrit. De quoi il s'agit ici? C'est-à-dire, quand ça n'a été que promis à l'oral, sans kinyan, sans rien, on n'écrit pas. Ici, il s'agit qu'il y a eu un kinyan. Le mari a fait un kinyan, et il s'est engagé, comme on fait par exemple à Mechirat Hametz, il prend le foulard du Rav, et il s'engage en échange de donner tout son Hametz il donne tous les droits du Hametz au Rav, pour les vendre au Goy. Donc ici aussi, il a fait un kinyan qui l'engage à nourrir la fille de sa femme. Puisqu'il a fait un kinyan, là c'est sûr qu'on peut écrire, c'est sûr qu'on peut hypothéquer ses terrains. Mais s'il n'y a pas eu de kinyan, on n'écrit pas. Si ce n'est qu'une promesse à l'oral, c'est vrai qu'il est engagé à partir du moment où il y a eu des kiddushin, mais pas à tel point que ça puisse être écrit et hypothéquer les terrains. La Gemara dit, Yahi, si c'est comme ça, bah notre nami. Ben si c'est comme ça, alors les filles aussi, pourquoi tu dis la fille de la femme, elle mérite, et les filles des maris ne méritent pas des terrains vendus, elles prennent que des terrains libres. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un kinyan, alors leurs filles aussi, elles mériteraient même des terrains vendus.
tout est hypothéqué à nourrir toutes les filles ici. La Gemara dit non, Béché Kanou les os, Velo Kanou les os. Le kinyan n'était fait que vis-à-vis de la femme, ils sont les deux maris engagés vis-à-vis de la fille de leur femme, à la nourrir, mais pas à leur propre fille. Leurs propres filles n'ont pas, il ne s'est pas engagé à nourrir ses propres filles, simplement c'est les Chachamim qui ont décidé qu'un homme qui est mort, les filles petites, elles sont encore nourries de son héritage. La Gemara dit, Oumaï Paska, pourquoi tu tranches comme ça et tu dis, il y a eu un kinyan sur la fille de la femme, il n'y a pas eu un kinyan sur la fille du mari, pourquoi? La Gemara dit, c'est simple. La fille de la femme, elle existait déjà au moment du mariage, mais Anila kinyan, donc on a fait un kinyan, le kinyan il est valable. Banot de l'avu bishat kinyan, mais leur propre fille à eux, à ces maris-là qui n'existaient pas encore au moment du mariage, parce qu'elles sont nées ensuite, et donc les filles du mari qui sont venues ensuite, il n'y a pas eu de kinyan sur elles. L'homme anila kinyan, le kinyan n'est pas valable sur elles. La Gemara dit, Milas kinyan de bishat kinyan. N'est-ce pas qu'il s'agit aussi d'un cas où leur propre fille était là déjà au moment du kinyan? Verhidami, de quoi il s'agit? Kegon de Gersha Vadra, il a divorcé sa femme, il a remarié. Donc il avait déjà des filles. Le monsieur avait des filles. La madame, elle avait des filles. Et donc maintenant, il vient s'engager à nourrir la fille de sa femme. Il fait un kinyan dessus. Et donc, elle pourra prendre même des terrains vendus, alors que ses propres filles, il n'y a pas eu de kinyan sur elle. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de kinyan sur elle? Pourquoi elle ne prendrait pas des terrains vendus? S'il y a un kinyan sur la fille de la femme, pourquoi la fille du mari n'en mérite pas? Et là répond la Gemara. C'est pas ça la bonne réponse. La réponse serait plutôt, la fille de la femme, qui, l'engagement vis-à-vis d'elle, n'est pas un engagement des Chachanim. Il n'y a pas un Tnaï Bedin, une condition du Bedin en général que chacun doive nourrir les filles de sa femme. Ça n'existe pas. Donc, Men et la Kinyan. Le Kinyan, il est valable pour elle. Le mari peut s'engager en faisant un Kinyan et hypothéquer les terrains. Banot de Itnu Bitnaï Bedin. Alors que ses propres filles à lui, au mari, qui par un Tnaï Bedin, une condition générale du Bedin que les filles doivent profiter de l'héritage pour être nourries, de là, l'Omen et le Kinyan n'est pas valable pour elle. La Gemara demande, je ne comprends pas, Migra Garé, est-ce que c'est parce qu'elles méritent plus qu'elles vont perdre de leurs droits? Le Kinyan ne sera pas valable alors qu'elles en méritent plus? Et la répond la Gemara, Bnota Vainutama. Voici la vraie raison de ces filles, c'est en fait comme ça. Kivan de Idnu Bitnai Bedin, puisque les filles, elles méritent, par une condition générale du Bedin, que toutes les filles doivent être nourries de l'héritage, Emar Tsareat Fesinu. Je devrais craindre, peut-être qu'il leur a déjà donné une bourse pour se faire nourrir, et donc, c'est pas évident d'aller rechercher maintenant chez les acheteurs et nourrir les filles. On devrait craindre qu'elles ont déjà reçu l'argent pour se nourrir, puisque c'est un engagement tellement fort. C'est un Tnaï Bedin qu'un homme doit nourrir après sa mort de son héritage ses propres filles. Les filles sont nourries en fait de l'héritage de leur père. Donc ici, je dois craindre que de son vivant, déjà il leur a donné. Il leur a donné de son vivant. Donc aller rechercher chez les acheteurs, c'est trop. Tandis que la fille de la femme, l'engagement est plus léger, c'est pas un Tnaï Bedin, c'est pas obligatoire à la base, c'est lui qui s'est engagé. Donc, a priori, je ne crains pas qu'il lui a déjà payé, et donc il n'y a pas de problème qu'elle aille se servir chez les acheteurs. L'Oyomar Arishon. On en vient encore, le premier mari ne peut pas dire, on a vu dans la Mishnah, elle s'était mariée, le premier mari s'était engagé à nourrir la fille de sa femme, et ensuite ils sont divorcés, le deuxième mari s'est encore une fois engagé à nourrir la fille de sa femme, et la Mishnah dit là-dessus, le premier mari voudrait dire, quand elle sera chez moi, la fille de mon ex, je serai d'accord de la nourrir, c'est ça qu'on parlait, mais pas que j'aille la nourrir alors qu'elle est chez un autre mari, chez un autre homme. On ne l'écoute pas. On dit non, il doit aller lui apporter sa nourriture là où se trouve sa mère. Il doit apporter la nourriture de la fille là où se trouve sa mère, peu importe si elle est encore chez lui ou qu'elle s'est divorcée et remariée avec quelqu'un d'autre, qui s'est engagé ou pas engagé, peu importe. En tout cas, lui, il a engagé de toute façon pendant 5 ans, quoi qu'il arrive avec la fille de sa femme ou avec sa femme. La Gemara déduit de là une halakha très importante. Amar Abrizda Zot Omer, et de là on pourrait apprendre Bat et Telima. La fille, après le divorce, va chez sa mère. C'est-à-dire, on n'a pas dit ici
Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Il va amener sa nourriture là où se trouve sa mère. On n'a pas dit qu'elle est chez ses frères. C'est pas écrit qu'il amène la nourriture chez ses frères. Donc tu vois que c'est normal que la fille reste avec sa mère. Et les frères qui en général nourrissent leurs sœurs, les filles de leur père, ils ne peuvent pas dire qu'elle reste chez nous pour qu'on la nourrisse. On pourra leur dire non. La fille peut rentrer avec sa mère chez les parents de sa mère et vous, les frères, devez la nourrir de l'héritage de loin. Donc tu vois, c'est ce qu'on déduit de la Mishnah, la fille, elle va chez sa mère puisqu'on a dit le premier mari doit la nourrir en lui envoyant sa nourriture chez sa mère. Donc tu vois qu'en principe, elle est chez sa mère, elle n'est pas forcément chez ses frères. On aurait pu croire, puisque les frères doivent tâcher à nourrir leur sœur de l'héritage, en général, donc par principe, elle est chez ses frères. Non, les frères sont engagés de toute façon partout où elle est, et donc elle peut aller avec sa mère. Si sa mère, après la mort de son mari, est partie chez ses parents, la fille ira chez ses parents. Donc chez nous aussi, ici il n'y a pas eu de mort, ici c'est un divorce, mais de toute façon, la fille elle reste avec sa mère. Elle avait des frères d'ailleurs. C'est-à-dire, cette fille-là, elle est née d'un premier mari qui était mort. C'est quoi l'histoire ici? Un homme s'est marié avec une femme qui est venue avec sa fille. Donc cette femme-là, elle a perdu son mari, elle vient avec sa fille, et son mari s'engage à la nourrir pendant 5 ans. Et après son divorce, la fille, elle revient chez sa mère. Pourquoi chez sa mère? Pourquoi pas chez ses frères? Pourquoi pas chez ses frères? Tu vois de là que, par principe, la fille, elle reste avec sa mère, et les frères doivent de toute façon la nourrir, même si elle est chez sa mère. La Gemara dit, Mimaï de Bekdola Askinan, qui a dit qu'il s'agit ici d'une fille grande? Dilma, Bektana Askinan, peut-être qu'il s'agit ici d'une fille petite, et que, exceptionnellement, on dit qu'elle va chez sa mère, malgré qu'elle est nourrie de ses frères, de l'héritage, elle va avec sa mère, parce qu'on ne veut pas la laisser chez ses frères, c'est dangereux. Au Mishuma Seshaya, à cause d'une histoire qui a eu lieu, qui s'est passée, Netanya Mishemet Veniach Ben Katan Leimo, un homme qui est mort, il a laissé un enfant petit, avec sa mère, Yorshe Avomrim, Yegadel Etzlenu. Les héritiers du père disent, il a qu'à grandir avec nous, il vient hériter, il a qu'à rester avec nous. Vimo Omeret, et la mère dit non, Yehebni Gadel Etzli, je veux que mon fils grandisse chez moi, je veux l'éduquer chez moi, je reviens chez mes parents, je veux l'éduquer chez moi avec moi, et même s'il hérite parmi vous, il prend son argent et il s'en va chez moi. Et les frères ils disent, ben non, mais s'il hérite, il a qu'à rester avec nous, s'il s'en va, il a qu'à se débrouiller tout seul. Non, on ne les écoute pas. Manichinoto etzelimo, ven manichinoto, on laisse le petit chez sa mère, on ne le laisse pas, etzel raouli orsho chez celui qui peut l'hériter. Donc les frères héritent leur petit frère. Si leur petit frère va mourir, qui c'est qui va l'hériter? Ce sont ses grands frères. Donc on ne va pas laisser le petit frère chez ses grands frères, parce que c'est dangereux. Quel est le danger? On craint que les grands frères vont tuer le petit pour ne pas lui donner sa part en héritage. Donc on ne laisse pas le petit chez les grands, on l'envoie chez sa mère. Maase aya ushratu erev apesach. Effectivement, il s'est passé une fois que les frères ont égorgé le petit la veille de Pessah. Erev Arishon, pardon, pas Erev Pessah, c'est Erev Arishon. Ces abréviations ici, c'est pas très clair. Il faut corriger ici Erev Arishon. Au premier soir, ils l'ont déjà égorgé. Apparemment, ça a été ouvert dans certaines éditions comme Erev Pessah, mais en réalité, c'est Erev Arishon, au premier soir. La Gemara dit Imken. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Peut-être qu'il ne s'agit ici que quand la fille elle est petite et que, à cause du danger, on l'envoie chez sa mère. Mais en général, si c'est pas le cas, s'il n'y a plus de danger, elle a dépassé un âge où on risque de la tuer, on devrait la laisser effectivement chez les frères, parce qu'ils peuvent dire si on la nourrit, elle a qu'à rester avec nous. Qui dit que, dans ce cas-là aussi, elle peut aller chez sa mère, malgré qu'elle est nourrie par les frères. Répond la Gemara, si c'était comme ça, qu'il fallait distinguer entre petites et grandes, lit nelema comme shehi. La Mishnah aurait dû dire plus simplement, le mari doit envoyer la nourriture à la fille de sa femme là où elle est. Si elle est petite, elle est avec sa mère. Si elle est grande, elle est avec ses frères en général. Maïlema comme sheima. Pourquoi la Mishnah a décidé que
il envoie chez sa mère. Shmat mina, effectivement, tu peux prendre de là, elle est dure de là. Bat et em, la fille est chez sa mère. Loshnak dolav, loshnak tana, aussi bien si elle est grande ou petite, aussi bien s'il y a un danger quand elle est petite, évidemment, elle est chez sa mère. Parce qu'on craint que les frères vont la tuer pour ne pas avoir besoin de la nourrir, ou bien de lui donner un dixième de l'héritage pour la marier. Ce qui fait partie des engagements, en fait, de l'héritage. Et donc, non seulement quand elle est petite, elle va chez sa mère, et elle garde, tout en gardant ses droits de chez ses frères, de l'héritage, mais même quand elle est déjà grande, la Mishnah décide, elle est chez sa mère, on envoie la nourriture chez sa mère, donc on comprend que c'est en général comme ça, que la fille elle est chez sa mère, et donc notre Mishnah qui parle du cas où le deuxième mari s'est engagé à la nourrir, il devra envoyer la nourriture là où se trouve sa mère, parce qu'en principe c'est là-bas que se trouve la fille aussi.